Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. On va être très bref. On va essayer d'être le moins longtemps possible entre vous et puis la convivialité, les boissons et le buffet. Surtout qu'il y a des biscuits et des gâteaux assez particuliers faits en l'honneur de la soirée qui ne sauraient tarder. Voilà. On est vraiment très content d'accueillir les éditions Play Society et Alexandre Matisse ce soir. C'est des éditions qu'on a découvert assez récemment, l'année dernière, et qui nous plaisent de plus en plus. Et puis là, c'est vrai que la sortie de cet ouvrage donc sur le mythique studio Ghibli, ça nous a fait quelque chose. Je pense qu'on je suis pas le seul à être sensible à tout ce que véhicule le studio Ghibli. Donc on va vraiment être bref, on va juste en parler un petit peu après. De toute façon, soit vous avez déjà lu le livre, soit vous allez le lire, puisqu'il est disponible depuis hier, mais il y a des gens qui doivent être des initiés qui le connaissent déjà. Moi, je voulais juste, poser trois petites questions rapidement, et notamment, Playlist Society, c'est quand même un projet assez particulier. C'est des livres qui ont une identité extrêmement forte, qu'elle soit graphique ou en termes de caractéristiques de contenu. Je veux savoir un peu d'où il vient ce projet, comment il est né. Ouais, donc en fait, alors déjà la particularité de Play Society, c'est qu'à la base c'est une revue culturelle en ligne qui existe sur Internet depuis maintenant 11 ans et qui est dirigée du coup par un collectif de blogueurs, journalistes, qui sont essentiellement des gens qui sont potes dans la vraie vie et qui ont monté ce projet tous ensemble. Et en fait, donc ça a été monté en 2008 et ça devait être en 2014, 2015. En fait, on était dans une situation où on s'apercevait que sur le site, au lieu de publier des articles, des critiques de films, des critiques de livres, des critiques de disques, on publiait des papiers qui faisaient entre 15 et 20 000 signes, et que déjà c'était complètement inadapté au format d'internet, et qu'en fait on se voilait complètement la face, et que ce qu'on avait envie de faire, c'était pas du média, c'était pas des articles, mais c'était des livres. Et donc en fait, suite à ça, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a une personne qui a rejoint le projet, qui s'appelle Laura Freducci, qui est là-bas, qui était éditrice, dans la vraie vie, et grâce à qui on a commencé à structurer le projet d'une véritable maison. Et donc on a passé un an à définir la ligne éditoriale, la ligne graphique, avec l'idée que des maisons d'édition, il y en avait déjà beaucoup, que des livres, il y en avait déjà beaucoup trop qui sortaient, et que si on voulait vraiment faire quelque chose, il fallait qu'on ait un projet qui soit très, très abouti, assez perfectionniste, avec une vraie identité graphique, avec des vrais points de vue et des vraies prises de position. Et c'est comme ça qu'en 2015, on a sorti notre premier titre, Terrence Malick et l'Amérique, écrit par Alexandre Matisse, et que l'aventure a un peu été lancée. Alors on précise qu'il n'y a pas que moi qui écris dans la maison d'édition, il n'y a pas d'autres gens qui ont écrit. Voilà. Donc on a sorti 30 livres avec Alexandre Matisse. Non, et donc c'est divers pseudonymes, c'est ça en fait. Voilà, c'est exactement ça. Alors on ne peut pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de nos auteurs qui sont là en fait. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez d'autres livres qu'Alexandre Matisse, les autres auteurs sont là globalement, hein, donc n'hésitez pas. On va dire un mot sur ça. Ouais. Voilà, du coup, je pense que la particularité du projet, c'est qu'on essaye de faire des livres qui sont à mi-chemin entre une démarche universitaire, vraiment très analytique et tout ça, et en même temps quelque chose de très pop, de très dans la vulgarisation. Souvent, parfois, on nous dit même que nos livres sont un peu scolaires, et c'est totalement voulu. C'est-à-dire qu'on veut que quand la personne finisse de lire un livre, elle soit capable d'en parler pendant 1 heure, parce qu'on a structuré et on a écrit d'une manière qui fait qu'il y a une vraie transmission de savoir et de connaissances, et que c'est pas juste on a eu des choses sur lesquelles on a pris du plaisir sur le moment, mais qu'il y a une vraie volonté d'enseigner quoi en fait. Voilà, et puis après on fonctionne toujours en collectif, hein, d'ailleurs donc ce soir je disais il y a Laura qui est là-bas, il y a Camille notre maquettiste qui est au milieu, Thierry notre correcteur, les auteurs sont aussi dans le coin, et voilà, Un monde parfait selon Ghibli, c'est notre 14e titre. On a 2 titres qui vont sortir en octobre également. Et voilà. Ouais. Avant de passer donc à un monde parfait selon Ghibli, je voulais juste dire que, en tout cas, moi, en tant que lecteur qui ai découvert récemment Play Society, les 2 premiers titres que j'ai lus, c'était vraiment exactement, en tout cas le ressenti correspondait vraiment au cahier des charges, c'est-à-dire que celui sur J.J. Abrams, je l'ai trouvé
en fait très original, alors que j'ai lu pas mal de textes autour de trucs. Et en fait, je me suis dit, voilà, justement, c'est bien, c'est pas un truc pour aficionados purs qui connaissent déjà tout par cœur, mais même ceux-là vont y trouver des trucs. Ouais, c'est le truc, c'est de taper Et dans les puis, deux. et ça, c'est un grand écart qui est pas facile à réaliser. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et ça a été le cas également avec le deuxième que j'ai lu, qui était celui avec ce rapprochement qui à la fois crève les yeux et qui en même temps n'est presque jamais fait entre Tony Scott et Ridley Scott, hein, les deux frères, donc frères d'armes. Et le bouquin est magnifique, quoi. Enfin, vraiment parce que il à la fois ne se contente pas de sacraliser Ridley Scott et en même temps n'est pas une vaste entreprise de réhabilitation de Tony Scott non plus. C'est plus subtil que ça. Ça montre bien comment les deux se parlent en fait tout au long de leur carrière, chose qui à la fois se sent, se voit, se sait pour les plus connaisseurs, ce qui n'était pas mon cas. Et en même temps ça sort du livre et c'est vrai qu'on en sort hyper content, quoi. Enfin en disant on a retrouvé plein de choses qu'on aimait, qu'on connaissait, et puis on a appris plein de choses en plus. Ça c'est vraiment fort, quoi. Enfin, c'est bien. Voilà. Donc, Marc Moquin, l'auteur Marc, du livre, voilà. si tu veux te manifester. Merci. Et donc, revenons à ce Ghibli, ce studio. Avec Bon, plaisir. j'avais trois petites questions rapides parce que vraiment, on a promis qu'on allait faire court. Moi, j'avais une première question qui est un peu naïve, mais le livre y répond en partie, mais en partie seulement, parce que d'abord, il est court. Hein, c'est pas non plus voilà une thèse d'état sur le studio Ghibli. Qui est un parti pris aussi, hein. C'est-à-dire que en fait, dans la ligne éditoriale, on acte le fait de faire des livres entre 100 et 200 pages, sur l'idée que comment on peut vraiment faire donner envie à quelqu'un de découvrir un réalisateur, ou de l'approfondir, ou d'expliquer sa place dans l'histoire de l'art, en seulement 2-3 heures de lecture, versus... En fait, l'idée c'est qu'il y a tellement de thèmes à explorer dans la pop culture et dans l'histoire de l'art, que si vous faites des bouquins somme de 700 pages, ou au final, quand vous avez lu les 700 pages, vous en souvenez en fait que de 3-4 grandes idées et tout ça, on s'est plutôt dit, voilà, que vous allez faire des livres très très efficaces. Mais non, il approuve là, je pense. Il acquiesce. Et donc voilà, il y a vraiment cette volonté d'en dire beaucoup en peu de pages quand même. Alors plus un aspect économique évident, mais que vous allez apprécier au fur et à mesure de la soirée quand vous allez commencer à acheter tous ces livres que vous n'avez pas déjà, c'est que ça permet aussi de les maintenir à la somme vraiment ridicule de 14 € au lieu d'être dans les trucs justement de bouquins pour cinéphiles où ils sont à 40, 45 €. Voilà, il y a vraiment une très forte identité et en même temps je trouve cette espèce de sobriété qui permet de se dire ouais là on est quand même dans la substance, dans l'essentiel, c'est vachement chouette. Donc voilà, une première question et après voilà. Hein, bon, moi ce qui m'a pas du tout frustré, mais c'était une vraie question que je me posais parce que moi je connais un peu d'animé, de long métrage surtout japonais, très peu du court, et je me disais mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait au fond que le studio Ghibli a eu un succès à ce point mondial aux États-Unis, en Europe, partout, et pas seulement donc au Japon, beaucoup plus que n'importe quel autre ou quasiment. Il y a évidemment des longs métrages d'animés qui ont eu un succès mondial, Ouais. mais pas à cette échelle et pas autant et pas de façon aussi récurrente, quoi. Mais alors déjà, ça a eu un gros succès au Japon, et déjà ce succès au Japon, il est spécial. C'est-à-dire qu'il y avait des grands studios d'animation comme Toei ou d'autres, mais pas au point d'avoir un succès comme Ghibli. Ils sont arrivés en fait dans l'animation de cinéma quand il y avait beaucoup d'animation de télévision. Il y avait déjà des films au cinéma, mais eux, ils ont mis plus de moyens, l'animation était plus fine, etc. Donc déjà, cette implantation au Japon a forcément joué. Et après, c'est notamment Miyazaki, parce que donc il y a trois co-créateurs, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc Miyazaki, qui est le plus connu, dont vous avez sûrement vu des films de lui. Isao Takahata, qui vient de nous quitter et qui était le deuxième réalisateur phare, et un producteur de l'ombre, mais qui est très 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 influent, qui s'appelle Toshio Suzuki. Et ces trois-là, quand ils ont fondé Ghibli, donc il y avait cette idée de faire vraiment du cinéma. Et Miyazaki a aussi pensé ses films, pas seulement dans la culture japonaise, mais dans un mélange. Alors il va prendre des choses de la culture du Japon, et il va prendre des choses d'une culture plus universelle. Vous verrez par exemple, à un moment, je parle de l'influence d'Alice au Pays des Merveilles, ou d'autres contes, ou il y a un de ses films, Porco Rosso, qui va être le premier par exemple qui va sortir en France à avoir son petit succès. Ça se passe dans l'Italie fasciste, même si c'est très secondaire le côté fasciste, mais quand même c'est là. Donc c'est pas, si vous allez voir ces films-là, c'est pas un film de japonais, sur des japonais, pour des japonais. Il y a un mélange de ça, et je pense que ça a beaucoup contribué.
Et puis, il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu le succès japonais avec Mon voisin Totoro, et notamment ses passages à la télévision, qui font qu'il y a eu quand même un regard curieux. Et dans les années 80-90, et notamment dans les années 90, il y a aussi, notamment en France, mais aussi aux États-Unis, une curiosité pour le Japon. On l'a connu, nous, plus sous l'angle des Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiac et ces choses-là. Mais Ghibli a aussi commencé à se faire une place. Et à partir du moment où ils ont petit à petit grappillé cette place-là, un jour est sorti Princesse Mononoke, et là, ça a été un succès fulgurant. C'est-à-dire qu'il y avait déjà dans l'esprit des Occidentaux une curiosité à aller s'intéresser au Japon et à la culture japonaise. Et là, il y avait un film qui était tellement riche, tellement foisonnant, tellement avec plein de degrés de lecture, avec plein de choses, que ça a été un carton monstre. Et ça a été encore appuyé en 2001 avec Le Voyage de Chihiro, qui a eu un ours d'or à Berlin. Donc il faut savoir qu'à ce jour-là, c'est le seul film d'animation qui a eu un prix majeur, enfin le prix suprême dans les 3 festivals, donc Lion d'or, Palme d'or, Ours d'or. C'est le seul film d'animation d'histoire qui a eu un prix comme ça. Ça a joué. Et si on couple ça au succès au Japon, ça a pris de l'ampleur, voilà, comme ça, de manière progressive. D'accord. Deuxième question, c'est Ouais. donc justement comme l'a rappelé Benjamin, donc moi je savais pas que ça avait été le premier livre de playlist, mais donc avant d'écrire sur le studio Ghibli et le cinéma d'animation japonais, donc tu as écrit un livre sur Terrence Malick, Ouais. ce qui est quand même assez éloigné, enfin, du cinéma d'animation japonais malgré tout. Enfin, et, Moi, je m'y retrouve. et donc non, mais j'avais voilà une autre question naïve, c'est de me dire bon, au fond, t'es avant tout un cinéphile, donc qui s'intéresse à plein d'aspects différents du cinéma en général, puis qui creuse ce qu'il a envie de creuser, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de spécial sur le cinéma d'animation japonais Euh, je suis plutôt cinéphile, on va dire, curieux de plein de choses, effectivement. Maintenant, l'intérêt du Japon, on va dire, il est de plus en plus grandissant depuis quelques années, au point que ça devienne un peu une obsession, voilà. J'ai connu les films de Miyazaki, notamment quand j'étais ado, hein, comme beaucoup. Je pense qu'il y a une génération qui a découvert ça et J'en qui prends de la s'est chance. et qui ont commencé justement à avoir une curiosité du Japon par ce prisme-là, par quelques dessins animés d'animation, enfin quelques animes, on parlait tout à l'heure de Dragon Ball ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que Ghibli, c'est même la porte d'entrée pour moi vers la curiosité du Japon. Donc je suis d'abord un cinéphile sur d'autres choses, mais via Ghibli et via d'autres trucs, effectivement, le Japon devient de plus en plus présent chez moi. Et je pense même que la prochaine étape, enfin, je sais pas, mais ce serait même de s'intéresser à certains points de la culture des jeux vidéo au Japon. Alors après, ça a déjà été beaucoup travaillé, mais il y a des points à faire. Mon petit plaisir, c'était de mettre des petits points entre Ghibli et Nintendo dans le bouquin. J'en ai mis quelques-uns. Parce qu'il y a des points de concordance, vous verrez. Donc voilà, je suis d'abord cinéphile, mais je pense que si dans 10 ans vous voulez vivre au Japon, vous ne serez pas étonné, quoi. Je fais une petite parenthèse sur ça, simplement vous aurez vu, donc avant qu'on se remette à discuter de façon individuelle, on a essayé de sortir un peu tout ce qu'on avait en fait de littérature japonaise au sens large ce soir chez Carib, de le mettre sur les tables pour que vous puissiez en profiter et puis éventuellement en acheter, parce que quand même on est une librairie commerciale, enfin commerciale discrète mais commerciale. Et mais je pensais à ça parce que effectivement, on a à la fois tout un pan de culture japonaise classique, enfin mais qui irrigue en fait les choses, et puis de la culture très contemporaine, hein, très justement parfois surprenante. Et c'est toujours quelque chose, même quand on est pas dans le cinéma, mais dans l'écrit en fait, qui continue à être particulièrement enthousiasmant en fait dans la culture japonaise contemporaine. C'est que chaque fois qu'on croit qu'on va réduire quelque chose à un cliché ou à un truc qu'on connaît, en fait, eh ben non, il y a évidemment plein de choses qui bouillonnent dessous et qui sont complètement différentes et surprenantes à chaque fois. Et ma dernière question, c'est la question la plus triste, hein, mais, parce que il y a quand même une espèce de pessimisme, hein. Alors non pas sur les films, hein, mais sur le studio lui-même. Euh, donc sachant que le livre voilà, est sorti quelques mois après la mort donc d'un des 3 fondateurs, euh, mais au-delà même de la question de la mort d'un des 3 fondateurs, il y a le fait que, et là c'est un spoiler, je vais réussi à faire un spoiler sur un essai, hein, je suis désolé, normalement j'évite, mais là il y a le fait que le studio Ghibli est quand même resté jusqu'à aujourd'hui, en tout cas c'est ce que tu nous dis, hein, très dépendant esthétiquement de ces 2 principaux cinéastes.
et que les autres films qui n'ont pas été faits par ces deux-là, ça a pour l'instant toujours été un cran en dessous. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Ils sont peut-être trop forts. Enfin, il y a quelque chose. Et donc, tu portes un jugement extrêmement pessimiste sur l'avenir en fait du studio en tant que studio, justement, au-delà de ses fondateurs, dont l'un est décédé, dont l'autre commence à être âgé, et dont le troisième, tu l'as dit, même s'il est essentiel, est un producteur, pas un créateur. Enfin, Là, c'est d'autant plus important, en fait, vous comprendrez en lisant, c'est que le studio, il a été fondé pour ces figures-là, donc pour les deux principales que sont Miyazaki et Takahata. Si ce studio existe, c'est pour eux. Ils ne pouvaient pas faire les films qu'ils voulaient en dehors de ça. Ils en ont fait avant. Ils ont fait des choses d'ailleurs très bien, mais ils n'arrivaient pas à faire complètement ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont vraiment fondé cette société, et même, j'explique un peu comment elle grossit petit à petit. Il y a presque un côté start-up avant l'heure, au début de Ghibli, c'est-à-dire que ça louait des locaux, des tout petits locaux, ça a fait construire ces locaux plus tard, ça engageait juste pour des missions des gens, et puis il y avait vraiment un côté bouillonnant. L'analogie start-up peut paraître, voilà, mais quand même, il y a un peu de ça. Et le studio s'est imposé avec le succès, avec la puissance de ces deux, trois figures même. Mais alors déjà, Takahata était déjà très en retrait, et il est mort donc en avril dernier. Miyazaki, ça fait 20 ans qu'il dit qu'il va arrêter. Il n'y arrive pas. Il a fait donc Le Vent se lève, je crois, en 2013, si je dis pas de bêtises. Il travaille sur un nouveau film qui doit sortir dans 3-4 ans, et il dit voilà, ça sera un testament pour mon petit-fils. Voilà. Son fils, Sans parler de ses problèmes de santé en plus. sans parler de ses problèmes de santé, Il voit quand même de moins en moins bien. il est quasiment aveugle. Ce qui est Ce qui est Ouais, un ce peu qui est pas embêtant. facile, ouais, on est... Voilà. Et puis, tous les autres qui s'y sont essayés s'y sont cassés les dents. C'est-à-dire que soit ils ont réussi à faire un ou deux films, et ça n'a pas eu le succès escompté, ou ça a été très critiqué. Le fils de Miyazaki lui-même s'y essayait. À un moment, ils ont décidé d'arrêter les films de long métrage. Du coup, tous les talents de Ghibli sont partis, soit faire d'autres studios, soit d'autres films. Il y a au cinéma un film qui s'appelle... Non, tu t'appelles pas Waf Waf. Il y a un film qui s'appelle Oko et les fantômes, qui est fait par un ancien de Ghibli, qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines. Il y a le studio Ponok qui a été créé, et ça c'est que des anciens de Ghibli. Donc même s'il y a une nouvelle génération très talentueuse visiblement de gens qui ont du savoir-faire pour faire quelques autres films, on ne sait pas du tout si après le film de Miyazaki père et le prochain film de Miyazaki fils, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ils sont toujours dans le flou. Moi je pense que le studio ne survivra pas à l'arrêt de Miyazaki père et de Suzuki qui va aussi tirer sa révérence. Et donc Takahata est parti en avril. Moi je pense que le studio va s'arrêter, et même on n'arrive pas à passer dans l'animation japonaise à du post-Ghibli. C'est-à-dire qu'en même temps que Ghibli, il y avait des films comme Akira, comme d'autres très grands films et tout. Mais depuis 4-5 ans, il y a des films d'animation japonais qui sortent. Il y en a des pas mal. Il y en a des un peu moyens. Mais en tout cas, il n'y a pas eu encore de gros chocs où on se dit c'est l'avenir du Japon en animation. Oui, il y a eu d'autres studios qui se sont créés dès il y a une quinzaine, une vingtaine d'années déjà. Enfin, je veux dire, quand Amer Béton est sorti en 2006, Bien sûr. ça a été aussi un choc, mais différent, Et- dans un autre style. C'est génial, en plus, Amer Béton. Seulement, ça n'a pas le... Là, je parle à la fois de la qualité et en même temps de l'impact et de l'influence que ça a sur à la fois le Japon, mais aussi même dans la pop culture. C'est-à-dire que c'est un studio japonais, mais qui a une influence dans la pop culture, même occidentale. Je crois pas dire de bêtises, je crois que Spielberg a mis une référence à Ghibli dans son dernier film. Enfin, c'est-à-dire que ça a vraiment dépassé ses créateurs, quoi, comme studio. Et c'est ça. Donc après, évidemment, que ça n'empêche pas qu'il y ait des beaux films. Oko et les fantômes qui vient de sortir, c'est un joli film. Effectivement, Amer Béton, c'était splendide. Il y a des très beaux films, mais on sent pas une impulsion. Moi, j'ai plus de déception, plus de films d'animation japonais depuis quelques années que d'émerveillement, même s'il y a des choses intéressantes, et je croise les doigts pour qu'on en ait d'autres. Mais voilà. Donc je pense que Ghibli, après ils ont peut-être il y a une ambiance un peu crépusculaire, mais on verra. Mais ils ont des talents. Mamoru Hosoda, qui a essayé de passer par Ghibli et qui n'a pas réussi, fait des films très intéressants aussi. Et que j'adore. Voilà. Bah, merci beaucoup Alexandre. Donc voilà, on s'était dit qu'on ferait une demi-heure et on vient de faire une demi-heure, donc c'est pas mal. Et
on vous propose de continuer autour d'un verre ou plusieurs. Oui, et donc pour finir, juste l'excellente nouvelle, c'est que les gâteaux Ghibli sont arrivés. Je les vois au fond. Voilà. Donc alors surtout, n'hésitez pas donc à solliciter Alexandre Matisse et à prendre plusieurs livres parce que c'est un livre qui s'offre, vous l'aurez deviné, assez aisément. Donc il faut plutôt en prendre 3 ou 4. Il y a également donc d'autres livres de Playlist Society qui sont là ce soir avec plusieurs des auteurs donc qui sont dissimulés habilement dans la foule, mais qu'on peut probablement repérer en demandant à Benjamin de les dénoncer. Et puis, si il y a des choses ensuite qui vous intéressent dans la librairie, surtout n'hésitez pas. Comme je suis un peu tout seul ce soir, je risque d'être un peu pris, mais surtout quand vous avez besoin d'acheter un livre, surtout faites-moi signe, quoi. Hein, vraiment, je m'en voudrais que vous n'y pensiez pas. Et merci beaucoup en tout cas d'être là et bonne continuation. Ah oui, et puis on a ce qu'il faut en bière, hein, donc servez-vous. Ça c'est. On n'a pas tout sorti. Voilà, merci beaucoup. Alexandre.